heureux bien sûr de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette troisième édition de Ride. Rendez-vous compte, déjà troisième édition de ces rencontres pour une industrie durable et éco-responsable. Soyez donc les bienvenus dans un contexte, évidemment il en sera largement question, marqué par les conjonctures sanitaires, énergétiques et géopolitiques. Cette souveraineté qui sera mise à l'honneur évidemment tout au long de cette journée, souveraineté industrielle, est devenue un enjeu majeur, vous le savez. Produire, innover, maîtriser nos technologies, sécuriser nos approvisionnements et développer nos compétences, il en sera largement question, bien sûr, autant de défis, d'enjeux, de challenges qui interrogent nos modèles économiques et notre capacité à anticiper, à préparer l'avenir, bien entendu. Ride a une ambition et pas seulement dresser un constat, mais faire, bien sûr, dialoguer industriels, chercheurs, institutionnels, financeurs, entrepreneurs et étudiants. Ils seront présents, bien sûr, avec nous pour identifier, bien sûr, les solutions concrètes et construire les conditions d'une industrie responsable, durable, compétitive et souveraine. Rappelons ici, c'est important, évidemment, que Ride, avant d'être un événement, c'est un manifeste qui engage l'ensemble des acteurs industriels de notre territoire. Alors merci infiniment à tous les intervenants, partenaires, exposants et participants qui contribuent à cette réflexion collective. Vous aurez bien sûr la gentillesse, la courtoisie, l'élégance de mettre vos téléphones en mode silencieux pour la bonne qualité de nos échanges. Et pour ouvrir cette troisième édition de Ride dans les meilleures conditions, merci d'accueillir chaleureusement et avec vos applaudissements deux personnes qui sont un peu beaucoup responsables, je le disais tout à l'heure, de notre présence à toutes et à tous ici, les co-organisateurs de la troisième édition de Ride, Laurent Manac et Olivier Porte. Et bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Olivier Porte, membre du directoire de Ouest France, bien sûr, co-organisateur, je le disais, de Ride de troisième édition. Laurent Manac, directeur général du pôle EMC2 et co-organisateur évidemment du Ride troisième édition également. Messieurs, peut-être un premier mot avec vous, cher Olivier. Parler d'industrie pour un média comme Ouest France, c'est une de ses vocations, évidemment, pour ce média de territoire, bien identifié sur ces sujets industriels. Alors, Ouest France n'est pas forcément complètement attendu sur l'industrie. Il l'est au moins à double titre. D'abord parce que c'est une question de territoire, c'est une question d'Ouest et forcément, on est très ancré. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Ouest France a pris la décision il y a 4 ans maintenant d'opérer et de développer une expertise autour de l'activité B2B pour être utile aux acteurs économiques et aux parties prenantes. Ça s'appelle API, c'est une lettre en plus qui est à Nantes. Et ce newsletter économique, qui est un quotidien 100% digital, a vocation à traiter, effectivement, à être utile pour les parties prenantes économiques, pour les acteurs économiques et du coup pour le secteur de l'industrie. Donc on est très heureux d'accompagner pour cette première fois, puisque c'est la première fois qu'on le fait, Ride, et on espère que vous serez heureux de ces échanges. Ouest France s'est bien sûr informé utile pour le business avec API, mais c'est aussi permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une société dans laquelle les personnes ne peuvent pas finalement échanger et se rencontrer pour pouvoir créer aussi ce networking qu'on attend et qu'on attend aujourd'hui à Nantes. Un dernier mot peut-être, Olivier Porte, vous le disiez effectivement, notre vocation c'est d'informer. Il y a encore une carence de cette culture industrielle de la part du grand public. Il faut mettre en œuvre des récits, des narrations. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos grands témoins, mais il y a encore un sujet d'acculturation industrielle sur notre territoire. Oui, alors moi je dirais sur notre territoire et en France en général, c'est-à-dire qu'effectivement, le métier de Ouest France, c'est aussi celui-là. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de travailler sur le B2B, c'est de faire aussi du B2B2C, autrement dit, c'est pas de raconter Ride, c'est prendre le prétexte de Ride pour expliquer que, au même titre qu'il y a des acteurs culturels, des acteurs sportifs, il est
indispensable pour un territoire d'être aux côtés de ces entrepreneuses et de ces entrepreneurs qui prennent des risques et qui font vivre ce territoire. Et je pense qu'on est plutôt gâté à l'Ouest. Merci Olivier. Laurent, un mot évidemment, vous êtes particulièrement attaché, vous faites partie de cette histoire de Ride évidemment, directeur général du pôle EMC2. C'est quoi l'état d'esprit d'abord ce matin? Dans quel état d'esprit vous êtes après des mois de préparation? Vous avez minutieusement concocté cette 3e édition avec l'ensemble de vos équipes bien entendu. Et puis c'est quoi les ambitions de cette journée? Qu'est-ce que vous en attendez? Avec quoi on va devoir repartir? Bonjour à tous. Moi, d'abord aujourd'hui, c'est beaucoup de plaisir puisque on avait un peu suspendu Ride depuis la 2e édition et une fois de plus, je remercie Ouest France et API News pour leur soutien parce que je pense que j'y serais pas retourné tout seul. Il y a effectivement au-delà de l'événement une histoire que Ouest France nous aide à raconter. Alors on va parler des narratifs aujourd'hui. Il y a du storytelling. Il y a tellement de belles choses qui se font alors en France et dans notre région qu'il faut pouvoir le dire haut et fort. Aujourd'hui, moi en fait ce que je souhaite, c'est que vous puissiez tous, et je vous remercie d'être là, que vous puissiez tous prendre autant de plaisir et d'intérêt à suivre les échanges que moi j'en ai eu à organiser cette journée. Alors Clément, tu l'as rappelé, la souveraineté, c'est le 5e axe de notre manifeste pour une industrie durable et éco-responsable qu'on a sorti en 2020. Alors c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'à présent, mais c'est vraiment un sujet intéressant à aborder. Alors évidemment, entre autonomie de production et souveraineté, bon, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut pouvoir aborder. Comment cette souveraineté industrielle va se traduire en termes de chaîne de sous-traitance? Quelle est la part de notre technologie dans notre souveraineté? Quelle est notre souveraineté technologique? Comment on finance cette souveraineté? Voilà, c'est autant de sujets qui vont être abordés aujourd'hui, qui sont tous importants pour nous permettre de continuer à avoir des entreprises et des industries fortes sur nos territoires, continuer à créer de la valeur, continuer à créer des emplois et faire en sorte qu'on continue de vivre, je dirais, comme selon nos standards. Voilà. Voilà les grands enjeux qui sont posés. Rappelez évidemment la ligne rouge ou le fil éditorial, plus exactement, de cette journée autour de la souveraineté de notre industrie et puis de la défense. Il en sera largement question, bien sûr, avec nos grands témoins. Grands témoins, vous serez aussi, parce qu'on aura peut-être le plaisir de vous retrouver, mon cher Laurent, à l'issue de cette journée. Vous avez peut-être des bonnes nouvelles à nous annoncer. Olivier Porte, Laurent Manac, on peut les applaudir tous les deux, bien Merci. sûr. Co-organisateurs de cette 3e édition de Ride. Merci. Messieurs, excellente journée, bien sûr. Pour poursuivre, il a accepté d'être le parrain de cette édition. Il connaît bien cet événement. Il connaît par cœur l'écosystème, évidemment, de Ride, l'ensemble de ses adhérents et des enjeux que nous adressons particulièrement aujourd'hui. Merci d'accueillir le parrain de cette 3e édition de Ride. Il est senior exécutif, vice-président de l'activité aéronautique, défense et industrie chez Hutchinson. Merci d'accueillir chaleureusement Nicolas Orance. Bonjour mon cher Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous, avec moi pour ouvrir cette 3e édition. Lisez, voilà les grands enjeux qui ont été posés. D'ailleurs, première petite question, je disais, voilà, vous avez accepté d'être le parrain de cette édition. Je disais aussi que vous connaissez très très bien, que tu connais, allez on peut se tutoyer parce qu'on va le faire dans la vraie vie, on se tutoie aussi, très bien cet écosystème. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs d'accepter cette mission de parrain 3e édition et comment est-ce que tu envisages ce rôle? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Salut Clément, je suis très content, je suis ravi moi d'être avec vous sur cette édition de Ride 3, et à la fois très fier aussi d'être avec vous parce que l'enjeu de souveraineté, la souveraineté industrielle, c'est un élément qui est essentiel dans la vie de tous les jours, et c'est un moment comme Ride, c'est un moment où on partage l'industrie telle que l'on l'aime, exigeante, innovante, ancrée dans les réalités, et c'est un moment d'échange et de dialogue qui me paraît essentiel pour acculturer l'écosystème et continuer d'avancer parce qu'on peut être fier de ce qu'on fait en France aujourd'hui, hier et surtout demain. Donc c'est important et c'est aussi un élément qui est essentiel pour Hutchinson. Hutchinson est pas très connu, malgré tout c'est un groupe français de plus de 171 ans qui est
un groupe qui travaille main dans la main avec les grandes industries mondiales et françaises en particulier dans plusieurs secteurs comme la mobilité, l'automobile, l'aéronautique, la défense, le spatial et des industries de pointe comme le rail ou l'oil and gas. Donc aussi c'est un moment qui nous paraît essentiel pour nous Hutchinson et moi personnellement d'être présent sur cette journée et d'être le grand témoin. Alors évidemment, important de rappeler ce qui fait l'ADN, les ferments actifs de l'entreprise que vous dirigez, co-dirigez aujourd'hui. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière justement dans l'industrie et dans l'industrie de terrain. De manière, vous êtes un opérationnel et vous revendiquez cette vision-là. Justement, en quoi cette expérience opérationnelle va influencer ou influence votre vision de ces grands enjeux industriels aujourd'hui et ceux que nous allons adresser particulièrement sur cette 3e édition. Ouais, t'as raison. Moi, je suis très content d'être avec vous. Et mon histoire industrielle, elle est née en 2003, ici, entre Nantes et Saint-Nazaire. Donc, d'avoir sur le terrain, avec les équipes, avec les sites, avec les clients, on a réussi à passer de la stratégie à l'opérationnel. C'est important et je pense que c'est nécessaire, et en particulier dans cette région, qui est une des principales en termes d'emploi industriel en France. Ce que j'ai appris, moi, depuis 23 ans, c'est la stratégie ne se fait pas hors sol. Il faut connaître d'abord le terrain pour être en capacité ensuite de déployer. Et cette expérience que j'ai réussi à avoir grâce à cet écosystème, maintenant je l'utilise tous les jours. Je dirige une activité avec 38 sites dans 16 pays. Et j'oublie pas systématiquement de revenir sur le plancher pour toujours avoir cette vision, la tête dans les étoiles, la tête à l'international, mais surtout les pieds sur terre et rendre concret un peu nos ambitions. Vision hyper pragmatique, évidemment. On n'attendait pas moins de ta part. De toi, on va parler de ce sujet. Je parlais de fil rouge éditorial de cette journée. Évidemment, 3e édition de Ride, largement teintée, orientée par le contexte géopolitique international que vous connaissez toutes et tous. On en parlera évidemment très largement dans cette journée. Nos grands témoins vont venir me rejoindre et nous rejoindre dans quelques instants. Ce thème de la souveraineté, comment est-ce que tu l'abordes, comment est-ce que tu l'appréhendes en tant qu'industriel? On a raison de parler de souveraineté aujourd'hui, et particulièrement dans cette 3e édition de Ride. Bon, clairement, Laurent l'a dit, c'était le 5e axe du manifeste. La souveraineté, ce n'est pas un concept pour moi, c'est une réalité industrielle, clairement. C'est notre capacité à produire, à réaliser, à maîtriser notre savoir-faire, notre chaîne de valeur, avec choisir notre capacité à avoir nos choix technologiques. La souveraineté, ce n'est pas une posture idéologique, c'est clairement une réponse pragmatique aux enjeux et aux réalités contemporaines. Si je prends un exemple, les ruptures logistiques qui existent de plus en plus, en fait, c'est simplement une mise en évidence que le système est en train d'évoluer. Ce qu'on vit tous les jours, moi, c'est ce que j'appelle le new normal. Nous sommes maintenant confrontés tous les jours à ce genre d'enjeux, de problèmes, d'enjeux industriels. Et c'est une condition de survie que de travailler sur la souveraineté. La souveraineté, c'est une condition de liberté. Et la souveraineté, même la souveraineté européenne, est une condition de liberté pour discuter d'égal à égal à l'échelle internationale. Donc c'est, je pense, un élément qui est essentiel, qui fait partie de plus en plus de notre vie au quotidien sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on se concentre. Nicolas, comment ça se traduit peut-être concrètement, et c'est important de donner évidemment des exemples, des illustrations, des narrations justement, de manière très opérationnelle au quotidien chez Hutchinson? Ce que tu viens d'évoquer là, ce que tu viens de dire. On travaille sur des très grands secteurs de pointe et on a systématiquement un travail de test de notre résilience quasiment tous les jours pour s'assurer que nos approvisionnements, nos chaînes de valeur sont en capacité de répondre aux enjeux de nos grands clients français, nos grands clients internationaux. Donc on travaille là-dessus. C'est une autonomie qui nous paraît vitale pour se préparer aux grandes échéances, le changement climatique, les contextes géopolitiques. Et on a cette ambition systématiquement ancrée dans l'ADN de Hutchinson, d'être prêt et que notre supply chain soit prête également. Et encore une fois, cette souveraineté, ce n'est pas une souveraineté qu'on peut aborder seule.
C'est vraiment un esprit collectif. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté d'être le grand témoin d'aujourd'hui, parce que la souveraineté ne se fera pas seule. C'est l'intelligence collective et c'est vraiment toute la dynamique qui a été créée depuis de nombreuses années sur ce territoire. Alors, intelligence collective, bien sûr, souveraineté militaire et énergétique, il en sera aussi question dans cette journée. Tu insistes aussi, Nicolas, quand je t'entends aussi évoquer la question de la souveraineté technologique et numérique. Pourquoi ces enjeux sont évidemment essentiels, souverains aujourd'hui et impérieux? L'enjeu, on travaille au cœur des filières stratégiques. Et on a au cœur des filières stratégiques, la maîtrise technologique est essentielle. Nous, pour Hutchinson, on travaille sur des domaines comme l'acoustique, le vibratoire, l'aérostructure, la furtivité, la gestion des data, la gestion des données. Et donc l'excellence technologique, l'excellence industrielle est cruciale pour assurer la montée cadence, se prémunir des risques cyber, d'être en capacité de gérer nos data, de préserver nos data et de maîtriser les risques de la supply chain. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont essentiels dans une certaine autonomie européenne et se préparer à une compétitivité qui est de plus en plus difficile et internationale. Alors justement, ce contexte-là, je voudrais qu'on y revienne aussi. On a connu et on vit ce que tu parlais de normalité, ce que tu évoquais comme normalité, ce contexte multicrise, ces crises successives qui ont révélé peut-être, et on en parlera aussi avec nos grands témoins, voilà, on pose les grands enjeux, des fragilités notamment de chaînes d'approvisionnement. Quelles leçons il faut tirer de ces expériences? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et quels enseignements il faut tirer de ces conjonctures, de ces crises? Je pense que c'est le moment de refaçonner notre tissu industriel, notre stratégie industrielle. Si je prends un exemple, après le Covid, après l'inflation matière, après l'inflation énergétique, après les contextes qu'on vit tous les jours géopolitiques, si je prends l'exemple de la filière aéronautique, au Salon du Bourget 2023, on a lancé un programme d'envergure qui s'appelle Aéro Excellence, qui a pour vocation de créer un écosystème et de soutenir et d'évaluer toute la supply chain pour justement se préparer aux enjeux, des enjeux de volume, ramp-up, mais aussi des enjeux de capacité de production en continu. Et je pense que cette démarche collective, cette démarche par filière est extrêmement positive. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ma présidente Hélène Moreau-Leroy a repris la présidence du GEADS, le groupement des équipementiers, pour justement incarner encore plus cette volonté par l'intelligence collective, nous arriverons à travailler sur le triptyque qui est la compétitivité, la résilience et la responsabilité de toutes les productions. Alors, tu parles de compétitivité, c'est intéressant parce que je voudrais que, et tu parlais d'Europe aussi, on parlait de carences, de culture industrielle, on pourrait parler aussi de lacunes de culture européenne. Il faut s'engager à fond. Tu défends très clairement l'idée que la souveraineté nationale passe aussi par une souveraineté, bien sûr, européenne. Dans un contexte géopolitique qui est celui qu'on connaît, comment est-ce qu'on va trouver le bon équilibre entre coopération européenne et compétitivité? Déjà, coopération européenne, faut arrêter de dire qu'on est sur un vieux continent qui regarde passer les innovations. La semaine dernière, j'étais à l'autre bout de la planète. Oui, ça va très vite. Oui, ça va être extrêmement vite. Mais il y a des choses qu'on peut pas, des choses intangibles. Des choses qui, même si on va vite, de temps en temps, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Je l'ai vécu encore la semaine dernière. Il y a des choses qui sont impondérables. La loi de Moore, gestion énergétique, capacité de protection thermique. Quand on travaille sur des enjeux stratégiques, je prends l'aéronautique, je prends des enjeux de safety, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on a encore en France, on a encore en Europe, cette capacité, ce retour d'expérience qui est essentiel. Oui, peut-être qu'on ira moins vite, mais on a des compétences scientifiques, des compétences techniques qui pourront justement travailler et préserver la safety, préserver la sécurité de notre population. Ça me paraît essentiel. Donc oui, il faut aller vite, mais on a encore des très très fortes caractéristiques, des très très fortes qualités en Europe pour justement être sur la photo de la compétitivité.
Capitaliser évidemment sur ses points forts, mais faire preuve aussi, je t'entends bien, évidemment, de lucidité, de pragmatisme, et ça te ressemble bien. Un mot aussi, ça a été évoqué dans les premiers mots, notamment de Laurent et d'Olivier, une souveraineté qui repose aussi sur les femmes et les hommes qui font l'industrie, notamment sur nos territoires. La question des compétences et de la transmission, est-ce que c'est aussi aujourd'hui stratégique et aussi stratégique que les investissements dont on va parler aussi, les investissements nécessaires que tu évoquais? Je pense que le potentiel humain, c'est le plus important. Le potentiel humain, c'est le plus important par rapport à humain ou investissement. C'est la priorité parce que sans transmission, sans développement du potentiel humain, il n'y a pas de souveraineté durable. Donc c'est un moment qui est très important et tu en as parlé. On aura un échange avec des jeunes étudiants. Sans jeunes formés, engagés, fiers de produire, on n'y arrivera pas. La souveraineté ne se décrète pas seule. Elle se décrète à l'échelle européenne et toute génération confondue. Donc moi en tant qu'ancien, j'ai une responsabilité de transmission qui est très importante sur la souveraineté. On a le tissu académique, les acteurs ici sur le territoire. Je voudrais qu'on parle justement de ce territoire. On va pas faire un peu de patriotisme quand même régional. En Pays de la Loire, première région française pour la part de l'emploi industriel. De quels atouts on dispose aujourd'hui? C'est quoi les forces vives de ce territoire que tu connais bien pour relever ces défis, ces challenges qu'on a évoqués ensemble? J'ai pas le temps de tout lister. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette région, on est multimodal. Donc en termes de mobilité, on travaille sur des produits sous la mer, sur la mer, des produits dans les airs, des produits qui roulent. Donc on est multimodal. Ce que je retiens ici, après 23 ans, c'est on a un jeu collectif, on a un jeu à la nantaise. Bon, ils sont en Ligue 2, mais ils vont revenir. Mais en tout cas, on a cette dimension collective qui est très importante. L'autre élément qui me paraît essentiel, c'est maintenant, il faut aussi donner la chance aux nouvelles générations et le lâcher prise. Un élément que j'aime pas, c'est quand on dit avant c'était mieux avant, ça c'est nul, parce que c'est pas comparable. Donc on a un enjeu très fort de repenser la stratégie industrielle de la région. C'est maintenant. C'est maintenant de désiloter l'écosystème entre les gens qui travaillent sur le numérique, des gens qui travaillent sur les matériaux, les process, la logistique. C'est maintenant qu'il faut désiloter. Il faut faire monter en puissance les écoles. Et c'est comme ça qu'on travaillera durablement sur la souveraineté. Alors ce message, justement, peut-être que tu veux passer, j'évoquais avec Laurent, avec quoi tu as envie qu'on reparte? Quel message tu as envie de passer à cet écosystème extrêmement hétérogène? Il n'y a pas que des industriels pur sucre. Aujourd'hui, on a des élus issus des collectivités, des techniciens, des étudiants, des représentants du monde institutionnel, des acteurs du financement. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Avec quoi on doit repartir ce soir? Alors, prenez des notes. La souveraineté, c'est une condition de liberté, déjà, premièrement. Toujours garder en tête le meilleur compromis entre l'ancrage et la vision. On ne peut pas avoir une stratégie si on ne connaît pas le terrain. Et si on n'a que le terrain et pas de stratégie, on n'ira pas loin. La souveraineté européenne est une condition pour négocier d'égal à égal à l'échelle mondiale. Transmettre, faire confiance, lâcher prise. Souvent, on a sous-estimé un métier que j'appelle le métier entre deux. C'est un métier qui se situe entre le développement et la production. C'est le moment, et moi je vis tous les jours, dans certains cas, la carence entre ces deux thématiques, l'industrialisation. On a des compétences scientifiques en France, technologiques, numériques. Travaillons beaucoup plus que les autres sur l'industrialisation. C'est quand on travaille sur l'industrialisation qu'on travaillera sur la compétitivité. Donc travailler encore plus sur l'industrialisation pour se préparer au risque de supply chain et au risque de montée cadence. Et je terminerai en une seule phrase. Un collectif uni ne subit pas le monde, il construit sa propre souveraineté. Voilà pour ces grands messages. Évidemment, mon cher Nicolas, tu resteras particulièrement attentif à l'ensemble de nos échanges. On te retrouvera, et tu l'as très bien dit, avec nos étudiants bien entourés. Et tu seras dans la mêlée de ces étudiants. J'aurai le plaisir de vous interviewer tout à l'heure pour parler justement de transmission et de protection, de ce à quoi il faut tenir et protéger, bien entendu. Et on te retrouvera également à la conclusion de cette journée. Donc toi aussi, tu prendras des notes. Merci beaucoup. Nicolas Orens, vice-président d'Hutchinson, qui a accepté, bien sûr, la mission de grand parrain de cette 3e édition.
Merci mon cher Nicolas, tu as posé évidemment les grands enjeux de cette journée. Autre prise de parole attendue, importante, évidemment on parlait de ce territoire évidemment qui fait grandir, qui crée des champions de l'industrie dans ce contexte aigu caractérisé qu'on vient d'évoquer ensemble avec Nicolas notamment. Il est en charge du développement économique pour la métropole nantaise. Merci d'accueillir Anthony Declosier. Monsieur Declosier. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de prendre la parole au démarrage de cette troisième édition. Oui, le rôle, la vocation d'un territoire comme Nantes Métropole, qui est historiquement, bien sûr, qui a dans ses ferments actifs eh bien, le tissu industriel chevillé au corps depuis toujours. Racontez-nous. Exactement, bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Nantes, vous êtes évidemment les bienvenus et au nom de Johanna Roland, je vous adresse mes salutations à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le choix de Nantes, c'est un choix qui est assez logique puisque Nantes est une terre d'industrie, vous l'avez dit, c'est à la fois le passé, le présent, le futur, c'est le passé parce qu'évidemment, vous l'avez su, les navires, de nombreux navires ont été construits à Nantes, les locomotives aussi à Batignolles. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ce sont sur ces endroits, au Bas-Chantenay ou à Batignolles, à Luchère, qu'on reconstruit l'industrie, qu'on réindustrialise. C'est une de nos stratégies que nous avons. Donc le présent. Le passé, pardon. Le présent aussi, c'est évidemment de continuer à soutenir l'emploi industriel. C'est 25 000 emplois industriels en 2022 sur la métropole de Nantes. C'est pas rien, c'est même essentiel. Il y a des fleurons industriels qui aujourd'hui, alors je vais pas tous les citer, mais évidemment EDF, Naval Group, Airbus, qui aujourd'hui sont les plus gros employeurs du territoire métropolitain. Donc il faut continuer à les soutenir et accompagner. Et puis le présent, c'est aussi la stratégie de la métropole d'accompagnement de l'innovation et de l'industrie sur les territoires. On pourrait citer plusieurs exemples. J'ai cité le sujet du maritime sur le Bas-Chantenay. Aujourd'hui, on construit un grand quartier à la fois d'habitat et aussi d'industrie où on va venir soutenir et accompagner notamment le maritime décarboné, par exemple. C'est une cinquantaine d'entreprises qui aujourd'hui agissent sur ces sujets. Et puis on pourrait parler du manufacturing sur le pôle d'innovation qu'aujourd'hui on appelle Inodus depuis l'année dernière. C'est 70 hectares, dont 12 hectares qui sont encore disponibles à la commercialisation. Donc aujourd'hui, eh bien, on continue à soutenir l'industrie partout sur le territoire. Et puis l'industrie, eh bien c'est aussi le futur. Le futur, c'est quoi? C'est Nantes Territoire d'Industrie. On a aujourd'hui le label qu'on travaille avec Erdre et Gèvres. Et c'est pas rien parce qu'aujourd'hui, on le travaille, c'est présidé par des élus, dont moi-même, mais aussi par Yuna Josh, je pense, qui est la responsable directrice du site de Saulnier-Duval. Parce qu'ici à Nantes, on cherche toujours à coopérer au maximum. Et puis le futur, c'est comment on fait pour décarboner, comment on fait pour accompagner les entreprises industrielles dans leur bifurcation écologique. Vous le voyez, les enjeux sont évidemment nombreux. En tous les cas, vous êtes ici chez vous et je vous souhaite de bons travaux à Nantes avec, je crois, un programme qui est chargé et qui permettra de mettre l'industrie au cœur de nos préoccupations. En tous les cas, la métropole est au rendez-vous pour continuer à vous soutenir. Passé, présent, futur et la métropole au rendez-vous évidemment de ces enjeux industriels. Anthony Declosier, merci beaucoup. Merci, belle journée.